Bonjour et bienvenue dans les 4V, Laurent Fabius. Merci. Le monde entier regarde avec effroi ce qui se passe en Ukraine. Vous avez connu Vladimir Poutine, notamment quand vous étiez ministre des Affaires étrangères. Le président russe est-il le même aujourd'hui que l'homme auquel vous aviez affaire à l'époque? Ou pour dire les choses un peu familièrement, Poutine est-il devenu fou? Fou, je ne crois pas, mais ce qui est certain, et j'avais eu l'occasion de l'expérimenter, si je peux dire, à l'époque, c'est qu'il ne croit qu'aux rapports de force. Alors les rapports de force dans le monde ont bougé, voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse appeler ça de la folie, même si je ne suis pas un spécialiste de la psychologie. Non, le rapport de force, il n'y a que cela qui compte. Et vous pensez qu'on peut le faire plier aujourd'hui? Comment? Alors, bon, moi maintenant, je ne suis plus ministre des Affaires étrangères. Ce que je pense, c'est que l'enjeu est considérable parce que si on laisse faire, ça veut dire que n'importe quel pays qui a l'arme nucléaire et qui est une dictature peut, aux portes de l'Europe, par une intervention complètement illégale, prendre le contrôle d'un autre pays. Donc c'est la négation du droit international. Et non seulement ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes sur l'Ukraine, ça en a, et sur d'autres pays, mais ce serait un contre-modèle terrible pour le monde. Vous avez un peu une locution à l'instant, la négation du droit. Vous organisez demain la nuit du droit au Conseil constitutionnel. Il y aura là, entre autres, le procureur général d'Ukraine et le procureur général de la Cour pénale internationale. À votre avis, Poutine, qui s'assoit clairement sur le droit international, on l'a encore vu avec ses parodies de référendum il y a quelques jours, sera-t-il jugé un jour? Pourra-t-il être jugé un jour? Alors, ce que je pense, c'est que les criminels sur le terrain et leurs chefs seront jugés. Alors, est-ce qu'on pourra aller les chercher? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais il n'y a pas que Poutine. Il y a les généraux, il y a les oligarques. Et donc, il est absolument central qu'il n'y ait pas d'impunité pour les criminels. Pas d'impunité pour... Parce que ce n'est pas parce qu'on est en état de guerre que l'état de droit a disparu. D'ailleurs, vous notez évidemment que ce sont les pays qui, au plan interne, violent l'état de droit, qui en général violent aussi l'état de droit au plan international. Mais la justice, elle arrive toujours après coup. On n'a encore jamais jugé un dictateur encore en place. On les juge quand ils sont tombés. C'était le cas avec Milosevic, oui, enfin, il y a eu Milosevic. Mais si vous voulez, ça, c'est l'exécution des peines, des sanctions. Mais le fait, par exemple, prenons le cas de Poutine, qu'à un moment donné, il ne puisse plus sortir de Russie, et puis il y a les évolutions de la vie politique. Personne n'est assuré qu'il va rester jusqu'à sa mort tardive. Est-ce qu'il faut aller le chercher, pour parler familièrement? Alors ça, c'est une question, j'allais dire, pratique. Tant qu'il est au pouvoir, il est, je le crains, illusoire d'aller, comme vous dites, le chercher. Mais d'une part, il n'est pas évident qu'il restera au pouvoir très très longtemps, et d'autre part, ça veut dire qu'il sera prisonnier chez lui. Laurent Fabius, vous êtes le garant de nos institutions en tant que président du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, des piliers de nos sociétés vacillent dans le monde. C'est le cas par exemple du droit à l'avortement qui a été remis en cause aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, y compris les plus proches de nous. Est-ce qu'à titre personnel, vous êtes favorable à ce que ce droit à l'avortement soit inscrit noir sur blanc dans la Constitution? Je ne vais pas vous répondre là-dessus parce que comme le Conseil constitutionnel peut être appelé à donner son sentiment, à donner tel et tel jugement, ce serait complètement déraisonnable que moi, qui le préside, je décide les choses avant. Simplement un mot sur ce qui a été décidé par la Cour suprême, sur l'IVG. Aux États-Unis. Ce que ça montre, et on peut en tirer une leçon partout, c'est que quand on désigne les juges à partir de bases idéologiques, politiques, quand d'autre part on les désigne à vie, ça peut être très dangereux. Quelle est la différence finalement entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême aux États-Unis? C'est ça? C'est que vous n'êtes pas nommé en tant que politique? Nous ne faisons pas de politique. Nous avons pu avoir un parcours politique pour quelques-uns d'entre nous. Mais à partir du moment où nous sommes au Conseil constitutionnel, nous ne pouvons pas prendre de position politique et nous sommes ce qu'on appelle des sages. Cette constitution du 4 octobre 1958, est-ce qu'elle est encore adaptée à notre époque, Laurent Fabius? Elle a un mérite, c'est que l'année prochaine, elle battra le record français de toutes les constitutions. Or, la durée, l'adaptabilité, c'est quand même un mérite.
Simplement, il y a des éléments sur lesquels elle pourrait être révisée. Je n'entre pas dans ce débat, mais elle a déjà été révisée 24 fois quand même. Oui. Mais depuis 2008, elle n'a pas été. Et un certain nombre de personnalités souhaitent qu'elle soit révisée. Je vous pose la question parce qu'on voit bien qu'avec une assemblée sans majorité absolue, tout devient beaucoup plus compliqué. On parle d'adoption du budget avec le 49.3, qui certes est un article qui existe dans la Constitution. Le chef de l'État lui-même brandit la menace d'une dissolution en cas de motion de censure. On se dit, est-ce que finalement notre texte fondamental n'a pas un peu vieilli par rapport à l'évolution de la société ? Je ne pense pas que ce soit la Constitution, en l'occurrence, qui pose problème. La situation politique est ce qu'elle est, et je ne vais pas rentrer là-dedans pour les raisons que je vous ai dites. Mais on sent que ça vous titille un peu de rentrer quand même, non? Non, pas du tout. Non, alors là, pas du tout. Et quand je vois ce qu'est devenu le système, excusez-moi, médiatico-politique, je n'ai aucun regret. Ça, je peux vous le dire. Pourquoi? La réponse est dans la question. Regardez ce qui se passe. Laissons ça de côté. La Constitution, il y a des instruments qui sont prévus dans la Constitution. Bon, je ne dis pas que ce soit facile et on verra ce qui se passe. Mais cette Constitution, elle a le bénéfice d'avoir duré longtemps, de s'être adaptée. Ce n'était pas non plus évident de résister à la guerre d'Algérie, à mai 68, à la venue de la gauche au pouvoir, à la cohabitation. Bon, alors, certains disent, et ça, je peux comprendre ça, oui, mais aujourd'hui, la démocratie, ça ne doit pas être seulement on vote pour une personnalité tous les 5 ans, et puis rendez-vous 5 ans après. Non, il faut que les choses soient vivantes, participatives. Et donc, il y a un tas de recherches dans ce sens-là. Donc plutôt l'adapter, la corriger, la toiletter, plutôt que de la... Bon, j'ai dit, alors ça, je reconnais que ce n'est pas ce à quoi pensent les Français tous les matins, mais en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, il y a un élément de révision qui devrait être adapté, c'est-à-dire que les anciens présidents de la République, qui théoriquement sont membres de droit du Conseil, qui en fait ne siègent pas, ils n'ont pas leur place au Conseil. Voilà. Alors, s'il y a une révision, j'espère qu'à cette occasion, on changera aussi cet élément-là. Il y a un sujet auquel les Français pensent tous les matins, c'est le changement climatique, c'est l'état de la planète. En 2015, vous avez présidé la COP21, et on se souvient, Laurent Fabius, de votre émotion au moment où un accord avait été trouvé. Et c'était sûr, on allait tous faire un effort et on allait s'en sortir. Regardez. J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants. On a une petite coupure, bon, on n'a pas entendu votre émotion. C'est pas trop mon émotion, pas seulement mon émotion, c'est le fait que l'accord de Paris, que j'ai présidé, c'est la base même internationalement acceptée par tout le monde. Mais il en reste quoi aujourd'hui? De ce qui est l'objectif. De mal en pis. Qu'est-ce qui reste de cette COP21? Alors, 3 choses. Premièrement, depuis la COP21, c'est-à-dire depuis 2015, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises partout. Par les gouvernements, par les entreprises qui commencent à bouger, par la télévision, j'ai vu récemment, par les populations. Bon, donc il y a des évolutions qui sont faites. Bien. Mais on est bien au-delà de la fourchette de on n'est réchauffement. pas du tout dans la ligne des plus 1,5 degré que nous avons tous accepté. On est plutôt sur la piste de 3 degrés. Or, je fais une remarque que je n'ai pas entendue, si vous le permettez. Cet été, il y a eu des catastrophes partout. Et pour le moment, les choses ont augmenté de 1,1 degré. C'est-à-dire que même si on respectait l'objectif de 1,5 degré, les catastrophes seront plus importantes. Et on ne va pas vers 1,5 degré. Le courant, c'est 3 degrés. Et la troisième observation, donc il faut agir beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Mais vous y croyez encore? Vous êtes amer, vous êtes déçu, vous êtes triste? Non, pas du tout. Je suis réaliste, je suis lucide. On continue à me consulter pour la COP27, la COP28, etc. Troisième élément, alors on a avancé, pas du tout assez. Et troisième élément, il n'y a pas de solution si en même temps que des innovations, etc., il n'y a pas de transition juste. Regardez ce qui s'est passé en France il y a quelques années. On a augmenté le prix de l'essence, mais à partir du moment où on n'a pas accompagné ça d'un suivi social, les gens qui ne pouvaient pas éviter ça a donné les gilets jaunes. Ça a donné les gilets jaunes. Ouais. Donc partout, il faut accompagner la transition écologique d'une transition juste, de mesures de justice sociale. Et aujourd'hui, on ne parle que de sobriété énergétique. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent Fabius? C'est une bonne chose, je pense. Ouais. C'est une bonne chose. J'ai vu d'ailleurs que la télévision, je l'en félicite, en même temps que les bulletins, va dire attention, il y a telle ou telle situation. Mais retenons surtout cela, il y a un effort supplémentaire à faire, partout, pas seulement en France, partout,
Et cet effort doit être fait en tenant compte de la situation sociale des uns et des autres. Vous allez passer au col roulé ou à la doudoune comme Bruno Le Maire ou Oui. Elisabeth Borne? Non, pas encore. Vous êtes resté sur la tenue plus traditionnelle. Encore 2 questions. Quand on est attaché au droit comme vous l'êtes, Laurent Fabius, de quel œil regarde-t-on cette justice expéditive des réseaux sociaux qui semble parfois prendre le pas sur la vraie justice, qui condamne sur des rumeurs, sur des allégations, sur des propos rapportés, sur des « il paraît que » avant d'avoir été jugé? Vous pensez en particulier à tout ce qui concerne les atteintes sexuelles, etc. C'est très compliqué. Pourquoi ? Je réfléchissais à cela il y a quelques jours. Parce que vous devez respecter 3 principes et la conciliation entre ces 3 principes est très difficile. Premier principe, évidemment, il faut la protection des droits des femmes en particulier contre les atteintes sexuelles ou sexistes. Bon, ça c'est essentiel. Deuxième principe, seuls les juges peuvent rendre la justice. Et troisième principe, la présomption d'innocence. Quand vous mettez tout ça ensemble, et en plus pour des personnalités médiatiques, vous voyez l'énorme difficulté qu'il y a. Donc je n'ai pas d'élément miracle. Je dis simplement qu'il faut respecter ces 3 principes à la fois. Lequel est le plus fondamental, la présomption d'innocence? Ils sont tous très importants, mais évidemment, on pense d'abord à la situation des femmes, et cette situation doit être évidemment protégée. Ma dernière question parle au diplomate que vous êtes, qui a souvent dû pratiquer, j'imagine, la réelle politique. Est-ce que vous comprenez ces villes, en France et ailleurs, de plus en plus nombreuses, qui ont décidé de boycotter la Coupe du Monde du Qatar, de ne pas diffuser les matchs sur les écrans géants, de dire non, c'est pas pour nous, etc. Les maires font ce qu'ils pensent faire. Moi-même, j'ai été maire. Si vous permettez, je reviens à la nuit du droit. Demain, 4 octobre, dans 100 villes et dans 150 manifestations en France. Pour dire le droit, y compris le droit international, c'est très important. Vous ne voulez pas répondre davantage sur le Qatar? Vous êtes à l'aise avec cette Coupe du Monde ou pas? Je vous ferai une confidence, je n'y joue pas. Vous n'y jouez pas. Bon, on peut ne pas y jouer et le regarder. Merci Laurent Fabius. Je rappelle donc que cette 6e édition de la Nuit du droit se déroulera demain, vous le dites, dans 150 lieux dans le pays. Et toutes les infos sont à retrouver sur le site du Conseil constitutionnel. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs.